Alors, bonjour et bienvenue à Zone de Résistance, votre magazine socio-économique, alternatif et convivial. C'est votre animateur, Benoît Perron, micro. Je salue tous en ce mardi, le 12 février 2013. Et la citation, chers auditeurs, chères auditrices, elle est en fonction de mon invité. On va passer toute l'heure et demie avec mon invité. D'ailleurs, elle est venue pas pour nous de France, mais elle est venue faire une tournée ici au Québec. Et c'est une dame qui a la plume très prolifique. Et c'est donc... en fonction de cette dame-là, j'ai eu cette citation-là qui m'est venue. En tout cas, j'en ai plusieurs, mais celle-là m'est venue. Alors, mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. Qui a dit cette phrase? Victor Hugo. C'est un écrivain, un poète français né en 1802, décédé en 1885. Et je répète la citation. Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. Et mon invité, Madame Marie-Monique Robin, a une conscience tranquille, c'est une éclaireuse, c'est aussi ce qu'on appelle les Américains whistleblower, c'est-à-dire une sonneuse d'alarme. Elle a souvent mis le doigt ou la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, tout simplement pour dénoncer des choses qui se passent dans le monde, qui méritent en fin de compte une mobilisation citoyenne. Et j'ai avec moi donc en studio Marie-Monique Robin qui vient ici avec son dernier livre, Les Moissons du futur. Je pense que j'avais dit votre prénom à l'envers. Hein. Je l'ai-tu inversé? J'ai-tu dit Monique-Marie Robin? Non, j'ai dit Marie-Monique. Non, ça va? Comment ça va, Madame Marie-Monique Robin? Ça va bien? Ça va bien. Ça va très bien? Oui. Ben, j'ai un site web ici, je sais pas si c'est toujours bon, www.mariemoniquerobin.com. Voilà, ça c'est mon site personnel, okay, où on peut voir tout ce que j'ai fait depuis... En fait, ça fait maintenant 28 ans. Ça fait 28 ans. Que je fais ce métier. Bon, écoutez, voilà. Madame Robin n'a pas 108 ans. Elle est née en 1960, mais bon, est-ce que vous prenez le temps de dormir des fois? Oui, je fais même mon jardin. Vous avez le temps? En région parisienne, j'ai un beau jardin bio, évidemment. Ouais, vous pouvez vous en douter. J'étais certain que... Voilà, j'ai même 3 enfants. 3 filles, vous voyez? 3 filles pour la relève? Oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour elles que je fais tout ça maintenant. Ouais. Parce que nos jeunes, là... Ils ont un avenir pas facile. Hein. Il y a du travail. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Ouais. Et, écoutez, j'ai lu votre livre hier avec grand intérêt. Ça se lit d'une traite. Et j'ai été tout simplement estomaqué. La beauté là-dedans, c'est que on se promène dans le monde avec vous. Vous parlez d'expériences qui sont faites sur les 5 continents. Des expériences tout simplement saisissantes. Mais vous révélez aussi des études, des rapports, des documents qui contredisent cette agriculture industrielle, productiviste, axée sur le rendement à tout prix et sur le profit à court terme. Qu'est-ce que cette industrie, tout est de la chimie, hein? On a eu un boom après la Deuxième Guerre mondiale, c'est sidérant. Ah oui, ça c'est clair. Bah, c'est le modèle qui s'est imposé dans tous les champs du monde, alors au Canada comme en France, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, moi, mon père, il a participé à ça parce que il était persuadé que il fallait nourrir le monde et que c'était un moyen de nourrir le monde. C'est pour ça que moi, je ne jette pas la pierre, je le dis sans arrêt dans ce livre, aux paysans qui sont trouvés embarqués dans ce modèle. Parce que, voilà, certains d'entre eux, en tout cas, la majorité l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était le moyen de nourrir le monde. Alors, c'était la chose à faire. C'était la chose à faire. Alors, ils savaient pas, comme dit mon père aujourd'hui, évidemment que tous les produits chimiques qu'ils mettaient dans les champs, c'était des poisons mortels. Enfin, vraiment, dans notre poison quotidien que vous avez lu, c'est aussi un film. D'ailleurs, je montre comment les paysans sont malades à cause des pesticides. Hein. Il y a aussi beaucoup de paysans qui se suicident. Hier, j'avais une conversation à l'UQAM, quelqu'un qui me disait il y a beaucoup de suicides de paysans en ce moment au Canada, mais en France aussi, parce qu'ils sont très endettés. Ils sont dans un modèle où ils se rendent bien compte que il a atteint ses limites. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne plus. Hein. Ils voient bien que les sols sont de plus en plus sont morts ou sont malades. Ils sont malades eux-mêmes parfois. Et ça revient beaucoup dans votre livre. Ça. Le sol, c'est que on pense aux plantes, mais les plantes sont dans le substrat. Voilà, du sol. Tout à fait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce sol-là? C'est tout simplement sidérant. Vous parlez de pesticides, d'insecticides. D'engrais chimiques. Puis vous parlez du beau mot de l'industrie, phytosanitaire. Oui. Ah oui, c'est bien ça. Phytosanitaire, pour le commun des mortels, c'est quelque chose de pur, de bien. Tout à fait. Ouais. Alors moi, je me bats beaucoup contre ce terme parce que j'appelle ça une embrouille sémantique, c'est-à-dire on fait croire que des poisons agricoles, parce que je raconte comment les poisons agricoles, qui sont des pesticides, des insecticides, ont été conçus dans des laboratoires et au départ, c'était des arbres... biocides en général. Hein. Des arbres de guerre, au départ. Vous le dites dans votre livre, vous l'espiez bien lors de la Deuxième Guerre mondiale avec
du pont de Nemours avec des produits pour fabriquer la bombe, la poudre à canon, etc. Vous avez même mentionné, je pense, dans votre livre, qu'à un moment donné, l'ammoniac pour voilà, tout à fait. Fabriquer les bombes. Les explosifs. Explosifs avec le nitrate. Ouais, tout à fait. Première guerre mondiale. Et après, Et le cyclone B. Voilà, tout à fait. Alors, c'est un Allemand dont je raconte son histoire, qui a inventé, ce système qui permet de capter l'azote de l'air et de faire du nitrate, comme vous dites. Et ça fait des explosifs. Et puis c'est aussi la base des engrais chimiques. Ouais. Et après la Première Guerre mondiale, il a fallu reconvertir toutes ces usines qui avaient été construites partout pour pouvoir alimenter la guerre. C'est ça. Et on a reconverti ça dans les champs. C'est ça. Alors c'est lui aussi, Fritz Haber, il s'appelle cet Allemand, qui a inventé les gaz de combat, gaz moutarde, etc., qui ont ensuite aussi été reconvertis dans l'agriculture parce qu'il fallait en faire quelque chose. Et c'est lui qui a inventé le cyclone B. Alors l'ironie de l'histoire qui est dramatique, c'est que ce monsieur qui était juif, une partie de sa famille finalement finira dans les chambres à gaz, exterminé par le cyclone B qu'il aura inventé. Il va fuir d'ailleurs l'Allemagne avec l'arrivée du chancelier Adolf Hitler, à peu près. Là, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est un petit peu, comme on dit, faustien, cette chose-là. On a des gens qui ont fait la guéguerre pour X, Y raison, et quand la paix éclate, il faut trouver des débouchés dans la société civile. Et là, on a, en fin de compte, toute une chaîne qui se met en place. Les produits phytosanitaires, pesticides, insecticides, phytocides et tout ça, Bataclan. Les engrais chimiques, qui sont beaucoup à base d'énergie fossile. Vous le dites très bien. Donc, il y a des gros intérêts. Si on parle de gros intérêts. Puis les semences commerciales, les semences hybrides, qui des fois ne durent qu'une saison, puis après ça, faut racheter. C'est ça qui s'est mis en place. C'est ça le modèle, ce qu'on a appelé la révolution verte, entre guillemets. Voilà, Nicolas Borlaug. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que dans ce modèle, le sol ne compte pas. En fait, on pourrait très bien, c'est un support sur lequel on déverse des produits. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de paysans qui ont perdu ces compétences, de savoir analyser le sol, etc. Alors que dans le modèle agroécologique, le sol, c'est la clé. C'est-à-dire que si vous avez une plante malade, c'est pas la plante qu'il faut soigner, c'est le sol. Parce qu'il considère que le sol, c'est un indicateur. Et si vous avez un sol en bonne santé, vous avez des plantes en bonne santé, vous avez des animaux et des hommes aussi en bonne santé. Ça devrait pourtant aller de soi, mais ça semble pas que c'était le gros bon sens. Non, c'est vrai. Parce qu'il y avait des gros intérêts financiers. On parle de milliards et de milliards de milliards de dollars. On parle de grosses multinationales. Monsanto, ça existe depuis le début des années 1900. On parle de Syngenta. On parle d'Archer Daniel Midland, Bayer, Cargill. Cargill, qui est une multinationale énorme, et qui est plus grosse que bien des pays. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on peut revenir à phytosanitaire. Moi, c'est un terme que j'ai toujours aux paysans arrêté de parler de produits phytosanitaires parce qu'on a l'impression que ce sont des produits sympathiques, qui sont faits pour soigner, alors que c'est pas du tout ça. Ce sont des poisons agricoles. C'est des poisons chimiques. D'ailleurs, j'avais démontré dans notre poison quotidien tout le système de réglementation. Comme ce sont des poisons, il faut il faut faire des tests, etc. Donc c'est pas du tout des produits anodins. C'est au moins dire pesticides, parce que pesticides, c'est un produit qui, par son étymologie, ça veut dire qu'il tue des pestes. Donc voilà. Mais produits phytosanitaires, ça fait que les paysans ils pensent que c'est pas très dangereux, donc ils se protègent pas. Enfin, vous voyez. Et le résultat, c'est qu'il y a plein de malades. Il y a plein de malades, mais on fait toujours la traque, on le sent dans votre livre, la traque aux parasites. Mais on voit aussi dans les exemples que vous donnez, c'est que les parasites sont pas tous néfastes. Non. Il peut y avoir des polycultures qui se font, et vous le montrez bien dans votre livre. Des polycultures, ça veut dire que le problème avec l'agriculture industrielle, productiviste, à grande échelle, qu'on a répandu comme une traînée de poudre sur plusieurs continents, et les fermiers ont été pris en otage. Je dirais pratiquement pris en otage. Ils ont pratiqué une forme de monoculture. C'est ça. Et ça, c'est le garde-manger des parasites. Tout à fait. Alors ça, c'est très clair et c'est vrai que quand je suis parti, que j'ai fait cette enquête, à l'origine, il y avait une question qu'on me posait souvent, c'était puisque vous avez tellement dénoncé les méfaits du système agro-industriel, alors sur l'environnement, sur l'eau, sur les paysans, sur les consommateurs, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on peut nourrir le monde sans pesticides? C'est une question d'autant plus légitime que très souvent, les hommes politiques ou les représentants de l'industrie chimique, ils brandissent cet argument très moraliste, qui est de dire
Ah, mais d'accord, il y a peut-être des problèmes, d'accord, mais on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides. Vous l'avez entendu comme moi. Et on parle aussi de sécurité alimentaire, Voilà, qui n'est pas la même chose que la souveraineté alimentaire. Vous l'expliquez très bien. Oui, ça, on en les parle. gens sont insécures parce qu'on leur parle de sécurité alimentaire. Ouais. Donc, on va nourrir le monde, on va assurer votre sécurité alimentaire. Voilà. Alors, il faut Quel beau programme. Mais il faut quand même souligner que ceux qui disent qu'on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, ils oublient de préciser qu'on ne nourrit pas non plus le monde avec les pesticides. Je rappelle quand même, c'est les derniers chiffres de la FAO. Hein. La Food and Agriculture Organization, voilà. C'est une organisation internationale. De l'ONU. D'après les derniers chiffres, il y a 900 millions de personnes qui mangent pas leur faim dans le monde. Donc, il faut un petit peu de modestie parce que ceux qui disent qu'on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides, ils oublient de dire donc on ne le nourrit pas non plus avec les pesticides et qu'il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Quand vous pensez aux milliards de dollars qui ont été investis pour promouvoir les pesticides chimiques, les engrais chimiques, etc., il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Mais enfin, bon, moi, j'ai voulu... les milliards de dollars publics subventionnés par l'argent des contribuables. Très souvent, bien sûr. Parce que vous parlez dans votre livre que on a l'entité depuis 94, l'Organisation mondiale du commerce qui a remplacé le General Agreement on Tariff and Trade. Et eux autres, ils s'assurent que le commerce est libre. Et que les échanges se font de façon à plaire aux multinationales. Parce qu'en fin de compte, y a-t-il vraiment cette forme de libre-échange avec ce commerce qui est un petit peu morbide? Alors, moi je réponds qu'évidemment, il n'y a rien de libre. D'ailleurs, dans le livre, vous verrez, ou dans le film, j'ai interviewé un représentant de la CNUSED, qui est un organisme aussi des Nations Unies, qui est un monsieur très strict, pas du tout un baba cool. Conférence des Nations Unies pour la coopération économique et le développement. Et le développement. Voilà, tout à fait. CNUSED, tout à fait, qui siège à Genève, n'est-ce pas? Et Ulrich Hoffmann, c'est un expert de la CNUSED, très sérieux, très, vous voyez, avec sa cravate, il parle devant la caméra, etc. Il me dit, en matière agricole, le libre-échange est une farce, c'est le mot qu'il emploie, une farce. Et j'ai pris l'exemple pour qu'on comprenne bien ça, l'exemple qui vous concerne, vous les Canadiens, parce que vous êtes partenaire de l'ALENA, vous savez. D'accord de libre-échange nord-américain. En tout 1994. Voilà. Tout à fait. Qui a été signé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, où d'ailleurs on voit des archives dans mon film où George Bush dit Free trade is a way to the future. Voilà. Il a dit bien des conneries, monsieur George Bush. Mais c'est juste drôle, dans votre livre, vous avez été obligé de fouiller dans des archives mexicaines parce que il manquait des... Il était le plus petit, c'était monsieur Carlos Salinas. Il n'y avait pas beaucoup de trucs, mais juste sur les deux autres. Voilà, tout à fait, c'est marrant parce que la télévision américaine, elle a signé donc une rencontre entre ces trois chefs de gouvernement, on va dire, et le pauvre petit Mexicain, parce que excusez-moi, c'est pas, j'ai eu tout le respect, enfin, il est plus petit que les autres, et la télévision américaine, elle s'ennuie, elle filme, quand il parle, elle le filme pas lui, elle filme Bush et Mulroney. Voilà, exactement. Et du coup, moi, je voulais quand même l'entendre parler, lui, le Mexicain. Alors, il a fallu que je prenne des images de la télévision mexicaine, parce que eux, ils ont filmé leur président, quand même. Fouillant les archives. Parce que les Américains, dès qu'ils filmaient, ils filmaient des plans de coupe, vous voyez, d'à côté. Enfin, bref. Donc, cet ALENA, moi, j'y consacre un chapitre entier dans cette histoire, parce que dans mon livre, parce que c'est très important. Donc à partir de l'ALENA, il faut comprendre ce qui s'est mis en place. Le Mexique, qui est un grand producteur de maïs, n'est-ce pas? C'est même là que est né. Voilà, avec le maïs les Aztèques et les Mayas. Voilà. Eh bien, a été envahi de maïs américain, inondé, vraiment. Subventionné. Voilà, alors c'est ça justement, subventionné, mais tellement subventionné que c'est carrément, vous verrez, j'ai un expert de l'université de Boston, c'est pareil, un monsieur très sérieux, qui dit que c'est carrément du dumping, c'est-à-dire que c'est tellement subventionné la production du maïs que il arrive au Mexique vendu à 19% au-dessous de son prix de production. Ben voilà, vous ça c'est le terme du dumping chez l'auditeur, ça veut dire vendre en dessous de son prix de production. Exactement. Et du coup, ça a totalement détruit le marché local, parce que évidemment, les paysans mexicains qui eux, n'ont pas de subventions, etc. Et d'autant plus que l'ALENA a dit le libre-échange, s'il vous plaît. Donc, on arrête de soutenir les petits producteurs. C'est la libre concurrence, alors que les États-Unis ont maintenu leurs subventions, mais vous aussi, le Canada. C'est exactement. Voilà. Et ça, c'est incroyable. C'est une distorsion totale. Les données sont faussées. Totalement faussées. Quand vous dites libre-échange, il n'y a pas de libre. Il y a rien de libre là-dedans. Bon, en plus, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, parce que on comprendra mieux pourquoi il faut promouvoir l'agroécologie, c'est que on nous dit souvent, oui, mais les produits agricoles conventionnels, comme on dit, c'est-à-dire issus de l'agriculture chimique, ils coûtent moins cher que les produits bio. Voilà. Ça, c'est l'assertion qu'on fait. Voilà, c'est ça. Mais sauf que ce que je démontre aussi dans cette enquête, c'est que les prix agricoles actuels sont complètement faussés, alors par le jeu des subventions,
hein, parce qu'on ne tient pas compte de ces subventions, par le fait que les grands céréaliers du Canada ou des États-Unis, ils ont des aides pour pour utiliser du fuel pas cher, vous voyez. Les énergies fossiles. Ils ne payent pas pour la pollution de l'eau, par exemple. Ça, c'est ce que vous dites dans votre livre, les fameuses externalités. Et voilà, toutes les externalités, c'est ce qu'on appelle les coûts indirects. Nuisances. Voilà, les nuisances, c'est pollution. Pas. Voilà, alors ça c'est vrai chez nous en France. C'est pas comptabilisé. C'est pas comptabilisé, donc on a un énorme problème nous en France, par exemple, toutes les ressources aquifères sont vraiment contaminées par des résidus de pesticides, et c'est à la société de se débrouiller avec ça, et à nous les consommateurs de payer de plus en plus cher l'eau, parce que pour la décontaminer ça coûte cher. Mais c'est pas ceux qui produisent ces nuisances qui les payent. Non. Et c'est pas répercuté dans le prix des produits agricoles. Vous me suivez? Ça fausse tout. C'est pour ça que Ulrich Hoffmann dit c'est une farce, parce que on est dans un jeu pas du tout égal, vous voyez. Le résultat, en tout cas au Mexique, c'est qu'il y a 3 millions de petits paysans qui ont dû abandonner l'agriculture depuis l'ALENA, c'est énorme, en 20 ans. Hein. Ils ont rejoint d'ailleurs en général... Mais pas parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Non. Parce qu'il était plus capable de vendre. Oui, ils ne pouvaient pas, parce qu'en fait, ils vous disent, les paysans mexicains que j'ai rencontrés, il vaut mieux acheter un sac de maïs de mauvaise qualité, parce que c'est du maïs industriel, etc., beaucoup moins bon que celui qui produit sur place, mais ça coûte moins cher. Et ce que ça le fait, ce dumping de maïs américain, largement subventionné et bourré d'énergie fossile et de pesticides, c'est que ça leur a rendu moins intéressant leur propre maïs, qui est important pour leur tortillas nationale, leur mets national, et eux autres, n'étant plus capables de cultiver leur terre, et ils ont délaissé leur culture, dans votre livre, vivrière, sur leur propre culture. Bien sûr. Et puis ils sont partis clandestinement aux États-Unis, ils ont rejoint les bataillons de sans-papiers. Ça crée 600 000 immigrants par année. Par an. Ah oui, et vous savez où je les ai retrouvés? Parce que je suis allé là-bas. Vous n'avez pas retrouvé les 600 000? Non, mais quand on pense mexicain aux États-Unis, on pense Texas, Californie, pas loin. Mais non, maintenant, il y en a dans le Nebraska, vous voyez, où il y a des énormes usines à viande. Oui. Il y en a une, Hormel, ils tuent, tenez-vous bien, ils abattent 10 000 porcs par jour. C'est ce que vous dites. 10 000 porcs par jour. Et qui travaille dans ces usines? Les sans-papiers mexicains. Et ensuite, cette viande, cette viande-là s'en va. Voilà. Cette viande-là, subventionnée, parce qu'évidemment, c'est des poules, des vaches et des cochons qui sont bourrés de soja, subventionnés, etc., est envoyée, pareil, pas cher au Mexique, et ça fait partir de nouveaux paysans. C'est une machine à broyer absolument incroyable. Ou dans votre livre, vous dites, il y en a qui se ramassent dans des fast-foods américains, et les Mexicains deviennent de plus en plus obèses. Il y a des parties du pays du tiers-monde qui se nourrissent avec la malbouffe, deviennent de plus en plus obèses. Et c'était pas le cas avant. Puis ils sont bourrés de calories, de matières grasses, et de fructose, et de toute cette merde qui fait en sorte qu'à un moment donné, la masse corporelle augmente, comme les profits des multinationales. Voilà, alors moi j'ai accompagné quelqu'un que j'estime beaucoup, qui s'appelle Olivier De Schutter, qui est le rapporteur des Nations Unies et on pour le droit à l'alimentation. Et écoutez, il est direct, lui. Hein? Il est formidable. Et donc, vous le citez plusieurs fois dans oui, parce que je l'ai accompagné au Mexique, je l'ai rencontré à Genève, je l'ai rencontré aussi à New York, aussi au Ghana. Enfin, il s'est fait beaucoup d'amis, lui, en prenant position. Il est très courageux. Moi, je l'ai rencontré la première fois à Genève, où je l'ai donc filmé d'ailleurs. Ça commence quasiment le film et le livre, où il a présenté un rapport sur l'agroécologie. Où il disait que si on voulait faire face à tous les défis qui nous attendent, alors je veux parler du réchauffement climatique, de la fin des énergies fossiles, du problème de la biodiversité, vous savez qu'on parle de 6e extinction des espèces, des problèmes de l'eau, qui est un enjeu énorme. Hein. Donc tous ces défis énormes qui nous attendent. La crise alimentaire, parce que je vous rappelle qu'on a eu des grandes émeutes de la faim en 2007, 2008. Au Mexique, ils ont eu une grosse en 2007 avec la tortillas. Voilà, la crise de la tortilla, c'est hallucinant. Voilà, alors que vraiment, le Mexique était un pays autosuffisant du point de vue alimentaire avant l'ALENA. Pas juste le Mexique. Hein. Vous avez dit dans votre combien de pays. Haïti était autosuffisant. Voilà, l'Égypte, Sénégal, Afrique. Incroyable. Alors, aujourd'hui, le Mexique, non seulement n'est pas autosuffisant, ils importent plus de 30% de leur maïs, par exemple, alors que c'est un grand pays producteur de maïs, mais on se retrouve avec une situation incroyable où il y a 19 millions de personnes qui souffrent de la faim, incroyable, mais qui en même temps, c'est ce que ont expliqué des médecins à Olivier De Schutter quand il était en mission, moi je l'ai accompagné là-bas au Mexique, ces gens qui souffrent de la faim au Mexique, ils sont aussi atteints d'obésité, parce que c'est le 2e pays après les États-Unis, donc ils sont à la fois en état de malnutrition, et à la fois obèses. Vous voyez, enfin c'est incroyable. Donc dans le pays de l'hémisphère nord, on a de la malbouffe. Grâce à nos multinationales qui carburent au libre-échange, consenties par l'État.
Tout à fait. Entre parenthèses, démocratique, on sait que c'est plus une plutocratie qu'une démocratie. Et au sud, on a, en fin de compte, de la malnutrition. Et ces gens-là sont obligés de migrer. Voilà, tout à fait. Vers le nord. Tout à fait. Et on les pourchasse. Voilà. Il y a des sans-papiers. C'est hallucinant. La crise de la tortilla du Mexique de 2007, elle n'est pas due à des pénuries Pas un phénomène naturel. Non. Il s'est passé simplement une chose très simple, c'est que comme en 20 ans, à cause de l'ALENA, la chaîne alimentaire a été altérée, modifiée. Oui, et est tombée dans les mains des grandes multinationales comme Cargill, Monsanto, etc. Donc maintenant, elles spéculent. C'est-à-dire que comme ces multinationales savaient que le prix du maïs allait augmenter parce qu'il y avait une très grande demande aux États-Unis pour les agrocarburants, éthanol et compagnie, ils ont stocké, ils stockent, et puis après ils attendent que le prix monte. Et du coup, le prix quand ils ont lâché le maïs qu'ils avaient retenu dans leur stock, ils l'ont mis à un prix 3 fois supérieur à ce qu'ils avaient acheté. Et du coup, le prix de la tortilla, qui est l'aliment de base au Mexique, a explosé, d'où les émeutes de la faim. C'est-à-dire que c'est hallucinant, mais vraiment, c'est un exemple parfait pour voir les dégâts que fait le libre-échange, entre guillemets, qui n'a rien de libre, évidemment, quand il concerne évidemment les aliments, parce que c'est ça la clé de cette enquête, c'est que les aliments ne devraient pas être considérés comme c'est pas une marchandise. C'est pas une marchandise comme les autres, voilà. Et donc il faut protéger les productions locales, vivrières, dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Il faut que chaque pays ait le droit de pratiquer ce qu'on appelle le droit à l'alimentation. Les petits paysans, il faut les protéger. Voilà, exactement. Et surtout contre les spéculateurs. Voilà, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on aura la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. Voilà. J'ai parlé tantôt de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que dit le modèle productiviste? Mais il faut parler de souveraineté, de culture vivrière. Et c'est ça le problème. On l'a vu. Quand arrive une catastrophe, une crise, comme en Haïti, est arrivé, je pense en 2010, le tremblement de terre. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Monsanto est arrivé là. On vous donne des graines bourrées d'OGM, le maïs triple, hybride, tout le Saint-Bataclan. Et puis, regardez, ce sont des gens bons. Ils veulent, comme l'Église, ils veulent votre bien, ils finiront par l'avoir. Mais pour ça, il faut être très solidaire. Et ça, c'est à la fin du livre. Il y a des choses que Mme Robin dit, mais pas tout de suite. Là, il va falloir parler un petit peu d'agroécologie. Oui, voilà. C'est très important. Il y a des solutions tout simplement incroyables. Oui. Extraordinaire. Okay. Donc, on va aller en pause musicale, mon cher Oliver. Oui, avec la formation Les Fatales Picards avec la pièce Le Retour à la Terre. Ben, voyez-vous. Voilà. Il y a des suites d'idées. Il a tout le temps été comme ça. Vous le connaissez pas, encore? C'est votre première rencontre avec lui. Il est exceptionnel. J'ai le meilleur ici, en Amérique du Nord. Je sais pas ailleurs dans le monde, mais bon. OK, on écoute ça ici à Zone de Résistance ISM 89,3 FM. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro. Et Oliver Vinette, on rappelle le titre de cette chanson? Oui, c'était Les Fatales Picards avec la pièce Le Retour à la Terre. Alors, merci beaucoup, mon cher Oliver. Alors, cher auditeur, oui, je tiens à mentionner, il y a l'auditeur qui a appelé pour mentionner qu'il était fidèlement assis sur son sofa avec son Coke, son popcorn, ses patates frites. Non, l'auditeur mangeait bio. Arrête donc. Alors, hier soir, à 8h, à 20h, à Télé-Québec, il y avait la première partie de ce livre qui est en mode documentaire, parce que Mme Marie-Monique Robin fait plusieurs documentaires, comme j'ai dit en début d'émission. Alors, Les Moissons du futur, première partie à Planète Science. Et c'est en reprise aujourd'hui à 1h30. OK? 13h30. OK? Bon, c'est correct, là? 13h30. Et si c'est à Planète Science, à Télé-Québec, vous avez juste à aller sur Google, vous écrivez Planète Science, et c'est sur le World Wide Web. C'est clair? Il n'y en a pas de problème. Bon. Alors, je suis toujours en compagnie. Et la deuxième partie, c'est quand, Benoît? La deuxième partie, c'est lundi soir prochain, à 20h, en reprise, le lendemain, le mardi, à 13h30. C'est beau? Alors voilà, c'est fait. Donc, j'ai avec moi Marie-Monique Robin pour son livre Les Moissons du futur. En 2 parties, une partie? Une, parfait. Comment l'agroécologie peut nourrir le monde aux éditions Stanké? Alors, Mme Robin, l'agroécologie. C'est quoi il en retourne? Voilà. Alors, l'agroécologie, c'est un modèle agricole où on vise l'équilibre des écosystèmes grâce à la biodiversité. Alors, je vais vous donner un exemple concret parce que ce sera plus simple. Je suis allé au Mexique, donc c'est là qu'est né le maïs, comme on dit. On dit que c'est le centre d'origine du maïs. Millénaire. Voilà. Et on pratique depuis la nuit des temps une technique agricole. C'est les Indiens qui l'ont inventée. Aztèques, Mayas, etc. Qui consiste à semer en même temps dans une parcelle du maïs, des courges et des haricots. Trois cultures. Alors, apparemment, ici au Canada, ça se faisait aussi. Les Amérindiens faisaient ça. Oui, vous avez appris, hein? J'ai appris ça, ouais. J'ai appris ça hier à la radio quand Et ça portait le nom, pas de Mille pas ici, mais de? Les Trois Sœurs. Voilà.
Alors, on les sème en même temps. Pourquoi? Parce que d'abord, le haricot a une fonction très importante, c'est une légumineuse. Une légumineuse, c'est une plante qui est capable de fixer l'azote de l'air, n'est-ce pas? Et ça sert donc d'engrais naturel. Et le haricot, il s'accroche au plant de maïs. Il monte avec le maïs sert de tuteur. Vous voyez, ça monte très haut. Pieds. Voilà. Et moi j'ai vu, c'est formidable, hein, les haricots qui pendent le long du maïs. On vous voit dans le documentaire dans un champ de maïs d'un agriculteur américain, là, à qui vous demandez c'est quoi le mille-pas. Oui. Il sait pas. Voilà, il sait pas. Voilà, tout à fait. C'est dans le Michigan, ça. Et où lui il fait la monoculture de maïs. Alors dans le système conventionnel. Dans le système mille-pas, donc les courges en plus ça peut être des citrouilles, enfin voilà, elles recouvrent le sol avec leurs feuilles, et donc elles protègent le sol de l'érosion. L'humidité, etc., etc. Alors il faut savoir que des études ont montré à l'université de Berkeley en Californie que vous obtenez autant d'aliments produits dans une parcelle de 1 hectare où vous cultivez les 3 sœurs, donc de mille-pas. Voilà. Autant d'aliments que dans une parcelle en monoculture où vous séparez les cultures, donc une parcelle de 1,7 hectares. Donc vous voyez un petit peu comment c'est productif, ce système. Donc cette prophétie autoréalisatrice, comme vous dites dans votre livre, où l'agriculture écologique, ça n'a pas les rendements de l'agriculture avec l'engrais, pesticides et les semences, tout ça Bataclan, c'est faussé. C'est complètement faux, et on découvre même, c'est un agronome de l'université de Berkeley qui dit que contrairement à ce qu'on nous dit, les petites fermes, à hauteur d'homme, on va dire, sont beaucoup plus productives que les grandes. Alors aussi parce que elles consomment beaucoup moins d'énergie fossile, parce que dans le système de la mille-pas mexicain traditionnel, eh bien, on ne met aucun engrais. On n'a pas besoin d'engrais, parce que le haricot est là, il donne de l'azote. On met du compost, parce qu'à côté de la parcelle de mille-pas, il y a des vaches, on prend le fumier, vous voyez, voilà. Et donc. Tout est sur place. Tout est sur place. Il n'y a pas besoin d'entrants externes, chimiques. En circuit fermé, hein, vous voyez, tout est en circuit fermé. Et donc, pas besoin d'engrais chimiques, pas besoin de pesticides, parce que, effectivement, comme vous avez de la biodiversité sur votre parcelle avec ces 3 différentes cultures, en plus, il laisse pousser les mauvaises herbes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes dans le système. Toutes les herbes, on appelle ça les adventices, c'est-à-dire les herbes sauvages qui poussent au milieu des cultures, elles ont une fonction. Hein. Donc, par exemple, elles peuvent servir à nourrir les animaux. Hein. Et donc, il y a beaucoup de diversité. Donc, du coup, si vous avez un problème avec des insectes, c'est pas un problème finalement, parce qu'il y a... Ils se répartissent entre la courge, l'haricot, le maïs, exactement. Il y a une convivialité. Voilà, tout à fait. Et puis du coup, il y a aussi les prédateurs des ravageurs. Ils sont là, il y en a qui bouffent les autres insectes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont un rôle à jouer. Très important. Alors, c'est pas néfaste, faut pas les tuer. Voilà. Alors, on comprend très bien dans mon enquête et dans mon film, je raconte ça en détail dans le livre, c'est que quand vous comparez ce Mexicain qui pratique ce système avec un grand céréalier du Michigan, parce que je suis allé aussi dans le Midwest américain, qui fait lui de la monoculture conventionnelle à fond, avec des OGM et tout, les qui est absolument déprimé, hein, parce que vraiment, c'est le seul d'ailleurs paysan déprimé que j'ai rencontré en toute cette enquête. C'est parce qu'après quelques années, des fois, il faut rajouter des doses de pesticides, d'herbicides. Voilà. Alors, je vous raconte, c'est une histoire super. Au Mexique, quand j'étais dans la parcelle du Mexicain, là, il y avait de l'amarante. Alors l'amarante, c'est une plante sauvage qui est très riche en protéines végétales, dont on peut faire d'ailleurs des gâteaux, des pop-corn, etc. Elle est bien vue, là. Très bien vue. Mais quand on est dans les prairies canadiennes ou qu'on est dans le Midwest américain, ça s'appelle une mauvaise herbe, weed en anglais. Hein. Et le problème, c'est que quand on fait des OGM depuis 15 ans et qu'on passe du Roundup de Monsanto, vous savez, l'herbicide de Monsanto, tous les ans, eh bien, les mauvaises herbes, comme l'amarante, deviennent résistantes au Roundup. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez plus en venir à bout, parce qu'elles sont adaptées, elles sont devenues résistantes. Alors, il fait quoi, l'agriculteur conventionnel? C'est terrible. C'est pour ça qu'il a été déprimé. Parce qu'en fait, il est envahi par cette amarante résistante au Roundup, qui a 20 à 30 000 graines par pied, vous imaginez. Donc, ça prolifère. Donc, Monsanto lui a dit qu'il y avait 2 solutions. Soit il recrutait des étudiants pour arracher à la main. Qui va coûter une fortune. Voilà. Mais en même temps, c'est un peu, ça fait rigoler parce que quand on savait que Monsanto se présente comme une entreprise, vous savez, très, très avancée, enfin, vous voyez. Mais c'est la haute technologie, tout ça. Alors, vraiment. Et l'autre solution, c'est de passer du 2,4-D qui est un composant de l'agent orange qui est très dangereux pour la santé. Donc voilà. Alors, l'américain, il est
totalement déprimé parce que son système il est au bout du rouleau quoi, ça marche plus. Les herbes, mauvaises herbes sont résistantes. Les insectes, la pyrale du maïs, le petit papillon qui détruit le maïs. Mais ils n'ont pas de problème au Mexique. Mais pas de problème avec ça parce qu'ils en ont très peu. Parce que comme il y a beaucoup de biodiversité, encore une fois, mais c'est le mot-clé c'est ça. Oui, biodiversité. Biodiversité, c'est ça. Et tous les paysans que j'ai rencontrés dans le monde, dans les 4 continents, qui font l'agroécologie, qui est basée donc sur, vous avez compris ce système, on cherche la complémentarité entre les plantes, entre les insectes, les animaux, les arbres, l'agroforesterie, très important. Eh bien, dans ce modèle-là, où le sol est la clé, en plus, on soigne le sol, aucun problème, ils vous le disent tous, aussi bien les Allemands que les Japonais que j'ai rencontrés, il n'y a aucun problème de mauvaises herbes et de parasites. Si un jour il y en a, parce qu'il peut y avoir un choc climatique qui va faire, bon, ça sera exceptionnel, etc., mais ils ont de toute façon des solutions, parce que leur système fait qu'il y a toujours des prédateurs qui vont faire le boulot. Ils ont des auxiliaires, comme ils disent. Hein. Donc c'est ça l'agroécologie. Et franchement, moi quand je suis parti faire ce tour du monde, j'espérais évidemment qu'il y avait une alternative qui marchait au modèle agro-industriel dont j'avais tellement décrit les méfaits, mais je ne pensais pas que ça marchait aussi bien. C'est ma plus grande surprise. Et moi, je suis fille de paysan, donc je connais bien le sujet de la terre. Et j'ai vraiment chercher jusqu'au bout. Je me souviens quand j'ai rencontré les Allemands qui pratiquent ce système depuis 30 ans et qui n'ont aucun problème de mauvaises herbes, aucun problème de ravageurs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Parce que, vous voyez, dans le système agro-industriel, finalement, on a développé des produits chimiques qui rendent les insectes et les mauvaises herbes de plus en plus résistants. Donc on doit toujours passer comme vous dites, des molécules encore plus puissantes, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et en plus, on découvre dans mon livre, j'ai un chapitre là-dessus, que ces produits chimiques, ce sont eux qui rendent les plantes malades. Parce que ça. Et qui contribuent au changement climatique. Alors, en plus. Maintenant, il y a une chose, Mme Robin, la terre est signe de féminité, la terre est signe de fertilité et on la maltraite. Oui. On s'en occupe mal dans l'agriculture conventionnelle, productiviste, industrialisée, qu'on connaît depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand vous prenez votre main et que vous creusez une motte de terre dans une culture, polyculture, avec des courges, la mille-pas, culture mille-pas avec des haricots ou du maïs, et que vous faites la même chose dans le champ de cet Américain, l'humus sent pas la même chose, l'humus n'a pas la même couleur, et il y a un paquet de micro-organismes qui ne sont plus présents. Oui, mais même dans les terres aspergées. Oui, alors dans le sol conventionnel, chimique, il n'y a plus d'humus. C'est ça qu'en fait qu'on découvre. Alors, quand je suis allé en Allemagne, c'est un père et un fils qui pratiquent ces méthodes agroécologiques depuis 30 ans. Le père qui a d'abord pratiqué le maïs intensif, industriel, qui était à fond là-dedans, jusqu'à ce qu'il se dise, mais oh là là, je vais dans le mur avec ça, et c'est arrêté. Au début des années 70, c'est l'un des pionniers en Allemagne. Mais n'empêche qu'il dit que et l'une des raisons qui a fait qu'il a dit qu'il faut changer de système, c'est qu'il s'est rendu compte que son sol était de plus en plus clair, que son sol était de plus en plus meuble, de plus en plus dur, et compacté, et que quand il le sentait, alors soit ça sentait pas grand-chose, soit ça sentait carrément mauvais. Et en revanche, quand le sol se reconstitue petit à petit grâce à ces méthodes agroécologiques, tous les paysans que j'ai rencontrés dans le monde, ils ont tous le même geste que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'ils prennent une motte de terre, ils la sentent, ils vous la tendent, et ça sent la forêt. Parce que l'humus, en fait, le but de ce système agroécologique, c'est de reproduire ce qui se passe aussi dans une forêt. Dans une forêt, vous n'avez pas besoin de mettre des engrais chimiques pour faire pousser les arbres et compagnie. Ça se fait naturellement. Évidemment, parce que la nature, il y a des arbres. Elle se régénère. Voilà, il y a des arbres, exactement. Mais le système racinaire est fondamental. Voilà. Alors, ça, c'est une technique agroécologique très importante dans laquelle je consacre 2 chapitres. Oui, vous partez d'un type d'arbre aussi, mais juste pour finir là-dessus, c'est l'arbre s'appelle. Le gliricidia. Voilà, on va en parler. Mais quand les terres sont compactées dans l'agriculture industrielle, lourde, productiviste, il y a plus de vers de terre. La pluie, il y a un phénomène d'érosion. Tout s'en va dans les cours d'eau. Voilà, tout à fait. Alors ça, on voit ça aussi dans un institut que j'ai filmé aux États-Unis, qui est l'un des plus grands instituts d'études sur l'agriculture biologique, Rodell Institute. Voilà, l'Institut Rodell, en Pennsylvanie. Et il y a une expérience qui est faite, qui est très visuelle dans le film. Une chercheuse, qui travaille dans cet institut, qui prend une motte de terre qui est cultivée en mode conventionnel depuis 30 ans. C'est ça. Et une autre motte de terre qui est dans un l'agroécologie. Voilà. Et on les met dans un bocal d'eau, les deux. On les laisse comme ça. On les laisse comme ça. Et moi, j'ai filmé. Et vous voyez ce qu'on voit? C'est extraordinaire. La motte de terre conventionnelle se désagrège et la couleur de l'eau s'embrouille rapidement. Mais l'autre, elle est plus consistante. Voilà. Et puis, elle tient.
Elle tient, elle se désagrège pas, l'eau reste claire. Et en fait, elle explique très bien, la chercheuse, s'il y a une grande plein d'eau qui tombe, eh bien, comme vous venez de dire, tout va être raviné, etc. Lessivé, et alors, les pesticides qui étaient dedans vont partir partout, etc. Les nutriments du sol, etc. Vous voyez, tandis que un sol cultivé en bio, qui a plus d'humus, eh bien, va être beaucoup plus capable d'absorber l'eau et même de la garder en vue d'une sécheresse, par exemple, voilà. Parce qu'il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire. Et ça, c'est moi, quand j'ai filmé ça, c'était magique parce que vous voyez, l'image vaut 1 milliard. L'image, l'image, elle vaut tout là. Ah oui, voilà. Ah oui. On va aller en pause musicale, là, si vous voulez bien, Mme Robin. Oliver Vinette, tu nous mets quoi cette fois-ci? Oui, tiré de leur album d'Androphile, ça va être la formation Mauvaise Herbe avec la pièce Jeu de pied. Comme tu voudras, mon cher Oliver. C'est excellent, Mauvaise Herbe. Est-ce que tu pensais à Benoît XVI, toi, là? Non. C'est pas gentil, hein. Voyons. On écoute ça ici à Zone de Résistance, CSM 89,3 FM. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro et mon cher Oliver Vinette. Le titre de cette chanson, très bien choisi, très senti, c'était? Oui, la formation de Québec Mauvaise Herbe, tiré de leur album d'Androphile, la pièce Jeu de pied. Jeu de pied. Alors ici, on va faire tirer le livre de Madame Marie-Monique Robin, Les moissons du futur. Comment l'agroécologie, à la fin, on va dire aussi l'agriculture biologique. Y a-t-il une différence à la fin de son livre? Elle termine là-dessus. Oui, c'est très important. 3 recommandations à la fin du livre. On va vous le dire avant qu'elle quitte. On va vous le dire. Donc, les moissons du futur. Comment l'agroécologie peut nourrir le monde aux éditions Stanquet. On fait tirer ça à quel appel, mon cher Oliver? Toujours au 514-343-2476. Je vais prendre le 3e appel. Bon, tu feras un petit test. Celui qui appelle puis qui gagne, tu lui demanderas s'il mange de la malbouffe. Si oui, passe un autre appel. Il faut qu'il mange bio. C'est bon. On s'amuse, cher auditeur. N'arrivez-vous pas à l'autre bout, là, hein? Bon, alors. Toujours en studio avec Madame Robin. Madame Robin, il y a des phares sociétaux comme ça qui nous aident. Il y a une dame, Rachel Carson, vous avez gagné son prix. Oui. Norvégien, Rachel Carson. Je suis très fier de ça. Hein. Je comprends que vous êtes fier. Je suis très fier. C'est une dame exceptionnelle. Une sonneuse d'alarme, Et mon Dieu qu'elle l'a pas eu facile. Elle est morte d'un cancer du sein en 64. Son livre, parce qu'elle se promenait dans des forêts aux États-Unis, elle s'est rendue compte qu'il y avait plus de des bruits des oiseaux. Elle appelait ça le printemps silencieux. Oui. Cette femme-là s'est faite calomnier sur la place publique et les géants de l'industrie chimique aux États-Unis sont partis après elle, dont DuPont dominait les murs en tête de file, mais pas juste DuPont, mais eux autres fabriquaient du DDT, Monsanto, you name it, hein, vous en avez. Et il y avait un biochimiste chez American Cyanamid, qui sont dans les pesticides. Et lui, il a tout de suite étiqueté, catalogué. Quand tu as une étiquette dans le front, ça peut rester longtemps. Vous en savez sûrement quelque chose parce que vous avez pas dû l'avoir facile. Qu'est-ce qu'il disait, ce monsieur-là, aux autorités de l'État américain, au président américain, le républicain Dwight Eisenhower? Il dit, si l'homme devait suivre les enseignements de Mme Rachel Carson, nous retournerions au Moyen Âge et les insectes, les maladies et la vermine hériteraient une nouvelle fois de la Terre. Ça, c'est M. Robert White Stephen, en 1962, à la sortie du livre de Rachel Carson, Le Printemps silencieux. Et après ça, on l'a traité de sorcière. Et comme elle n'avait pas de petit copain, elle vivait seule, puis qu'elle était belle femme, ils ont dit, c'est sûr que c'est une espionne communiste. Voilà. Et lesbienne aussi, en plus. C'est pas, ils m'en ont pas parlé. Ils ont pour eux, c'était une insulte, alors ils ont dit, c'est une lesbienne communiste. Et quand vous avez reçu le prix Rachel Carson, ça a une grosse connotation pour vous, là. Bien sûr. Mais Rachel Carson, c'est une pionnière, vraiment, dans tous les sens du terme. C'est une des plus grandes femmes du XXe siècle, qui, quand vous lisez son livre aujourd'hui, on voit qu'elle a tout compris. Elle a tout... Elle a, voilà, c'est ça. Silent Spring, en anglais. Silent Spring, voilà. Et elle a tout compris. Et malheureusement, elle n'a pas été entendue parce que les multinationales ont été plus fortes qu'elle, plus fortes qu'elle, c'est clair. Hein. Mais déjà, elle avait compris qu'on allait dans le mur avec ce modèle. Avec les pesticides, les DDT. Voilà, bien sûr. Qu'on a fini par bannir. Oui, l'histoire des pesticides, c'est ça sans arrêt. C'est-à-dire que le lasso, par exemple, qui était un herbicide de Monsanto, a été interdit finalement. Et puis après, il y en a un autre qui arrive, puis ça recommence. Enfin, c'est toujours la même histoire. C'est pour ça que le modèle agroécologique, on se passe de tous ces produits, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant de voir, c'est contrairement à ce que dit ce monsieur là que vous venez de citer, c'est pas du tout le retour en arrière. Parce que ce qu'on découvre aussi dans mon enquête, c'est que l'agroécologie, c'est très savant. C'est beaucoup plus compliqué, finalement, de savoir comment trouver des plantes qui se
complètes, qui ont des fonctions complémentaires, etc., que de déverser un bidon dans un champ. Hein. Ça, c'est vraiment basique, ça. Excusez-moi, mais il faut pas beaucoup de savoir pour faire ça. Hein. Et je suis un peu, c'est vrai. Même mon père, il le dit aujourd'hui. Hein, il dit, c'est plus compliqué de savoir comment juger son sol, qu'est-ce qu'il faut faire pour le soigner quand il est malade. Vous voyez, et ça, c'est ça prend une somme de connaissances. Tout à fait. Donc, on découvre au contraire que c'est vraiment la science du futur, l'agroécologie, hein, qu'elle repose sur plein de savoirs complémentaires. On a besoin du savoir-faire des paysans ancestraux, les retrouver parce que parfois on les a perdus. Et nos ancêtres, s'ils savaient que la mille-pas marchait, ils savaient pas forcément que le haricot est une plante légumineuse, mais ils savaient que ça marchait. Donc, il faut s'appuyer là-dessus, mais on a besoin de recherche aussi. Mais le problème, vous le dites aussi, Madame Robin, c'est que les paysans, ils se refilent l'information d'une génération à l'autre, mais il n'y a pas d'écrits là-dedans qui sont conservés des fois, et ça se passe, c'est du verbal, d'un père à son fils, du fils à son fils, puis comme ça de génération. Tandis que, vous le dites dans votre livre, les ermites de laboratoire, eux autres, subventionnés par le Big Corporation, eux autres, ils font des rapports, ils publient des trucs scientifiques dans des revues et tout ça en Bataclan. Et ça, c'est alimenté par les grands mass médias qui, eux autres, carburent à la publicité du Big Corporation, qui sont impliqués dans cette industrie-là. Alors, c'est serré, là. Tout est verrouillé, c'est sûr. Donc c'est pour ça que moi je suis vraiment convaincu maintenant après ce tour du monde que l'agroécologie peut nourrir le monde, ce système, mais ça ne marchera que si on réforme les marchés et que si on promeut vraiment avec vraiment une vraie volonté politique les circuits courts de distribution, parce que c'est ça en fait qu'on découvre aussi. Hein. C'est-à-dire que, et là les consommateurs ont un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à consommer local, il faut encourager la production locale, il faut encourager les relations directes entre les producteurs et les consommateurs. Alors il y a toute une partie dans mon enquête là-dessus. Je suis allé au Japon notamment parce que le Japon c'est là où ont été créés ce qu'on appelle là-bas les tekkei. Alors les tekkei ça veut dire en japonais ça veut dire collaboration, et pour qu'on comprenne mieux ce que ça veut dire, c'est par exemple ce qu'on appelle les CSA aux États-Unis, c'est-à-dire Community Supported Agriculture. Vous avez ici l'expression, je crois, fermier de famille ou je sais pas. Fermier de famille avec équiterre. Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Vous mentionnez équiterre. 1992. Les paniers, vous savez, etc. Donc tous ces modes de distribution locale des aliments qui permettent d'encourager le modèle agroécologique, évidemment, en recréant du lien entre les producteurs et les consommateurs. C'est aussi l'agriculture urbaine. Moi, je prépare un nouveau film, un nouveau livre qui s'appelle Sacrée Croissance. Il y a une partie sur l'agriculture urbaine. Les alternatives, c'est aussi d'encourager la production des aliments dans les villes, de redonner de la valeur aux aliments et de se réapproprier d'où ça vient. Vous savez, il y a plein d'enfants, ils savent même pas que l'agriculture, c'est une graine qu'on met dans le sol. Vous voyez. Donc, ce modèle agroécologique ne peut marcher que s'il y a une volonté politique d'encourager la transition des paysans qui n'en peuvent plus du modèle agro-industriel. Et il y en a plein. Vous avez vu dans le film ou dans le livre, l'Américain, il n'en peut plus. Il voudrait devenir... Il est dépourvu. Oui. Parce que comment vous faites quand vous avez 500 hectares qui ont été totalement laminés par plein de saloperies chimiques et tout. Alors il faut les aider. Hein, donc il faut une vraie volonté politique. Ça c'est une chose. Après il faut revoir les marchés. Il faut encourager la distribution en réseau des circuits courts. Voilà. Et ça passe par Mais pour ça passe par l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation, par le fait de solidarité dans nos propres réseaux locaux. Il y a tout un travail de terrain. On parle de sol, mais c'est un travail de terrain. Il faut le mentionner parce que face à nous, on a une machine qui est drôlement bien huilée au niveau des médias. Là. C'est pas le genre d'information, Madame Robin, qu'on a la une de nos journaux quotidiens. Là. Non, parce que ça crée toujours beaucoup de scepticisme. Hein. Je vois bien, moi, quand mon film et mon livre sont sortis, on en a beaucoup parlé en Europe et tout, mais les journalistes, ils me connaissent parce que comme vous avez dit au début, j'ai plein de prix, donc je suis considérée comme sérieuse quand même, etc. Et ils vous disent quand même, c'est vrai que ça marche. Et je dis oui, je vous assure que ça marche. Oui, mais des fois, vous en avez quelques passades difficiles, comme sur le plateau avec monsieur le maire, ce monsieur-là, et vous étiez assis chaque côté de José Bové, qui lutte contre les organismes génétiquement modifiés en France, qui a déjà fait l'arrachage et je vois dans votre livre, vous commencez avec ça, votre documentaire commence avec ça, et lui, il assène des inepties, des vérités, entre guillemets, des vérités subventionnées. Le Big Corporation. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est voir ce qu'il y avait derrière ces vérités établies. On ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, voir ce qu'il y avait derrière. Donc voilà. Donc c'est vrai que
on peut nourrir le monde sans pesticides, mais si on veut y arriver, il faut encourager les paysans qui veulent changer de système, et il faut que les consommateurs prennent leur part là-dedans, c'est-à-dire arrêtent de consommer des produits qui viennent on sait pas d'où, parce que quand même, je rappelle une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que l'agriculture industrielle, elle est responsable de 14% des gaz à effet de serre, hein. Oui. Alors que, par définition, l'agriculture, elle devrait capter du carbone, hein, oui. Parce que les arbres, voilà. Oui. Les arbres. Mais donc, c'est aussi important. Ça veut dire que l'agriculture canadienne ou française, massivement industrielle, eh bien, elle est très fragile en fait, parce que on a aussi le problème des énergies fossiles, qui, vous savez, le prix ne va pas cesser d'augmenter parce qu'on va vers les pics pétroliers, gaziers. Donc, ça veut dire que on a une agriculture qui dépend de produits chimiques qui sont faits avec du gaz et du pétrole, dont le prix est indexé sur le cours du gaz et du pétrole. Donc ça rend extrêmement fragile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut viser des systèmes qui soient résilients au changement climatique, qui soient stables et autonomes du point de vue des moyens de production, ce que devrait être l'agriculture en fait. Hein. Ouais, Elle devrait pouvoir, comme on le voit au Japon, en Allemagne, produire ses propres moyens de production grâce au fumier des animaux, Et vous parlez grâce aux arbres. C'est ça. Là, on va aller à la pause, mais il faut parler de cet arbre que vous écoutez, dans votre documentaire où on le voit, j'ai dû retenir ce nom-là. Je l'ai vu plusieurs fois. Vous le savez. Voilà. Alors, savoir que l'agroforesterie... On va en parler là, on va aller à la pub, sur une pause musicale, puis on reparle de cet arbre. Je sais pas, je peux pas dire que c'est un arbre magique, mais c'est impressionnant. Les gens en couple, ils laissent ça sur le sol. Ils enfouissent ça dans la terre et ça fait tout le boulot. C'est assez sidérant. Puis on a des champs sans arbres. Il n'y a plus d'arbres. On a trop coupé d'arbres. Oui. Dans les prairies, là, j'ai vu... Et ça, c'est des pompes hydriques. C'est des immenses pompes hydriques, les arbres. Oui. Alors ça... Et le terme agroforesterie, en plus, a été inventé par des Canadiens, hein. Donc c'est une nouvelle science, hein. Donc, oui? Ah bon? Oui. Bon. Je soupçonne qu'il y a un peu de mon Oliver Vinette en dessous de ça. Alors, non, très bien. OK, Oliver, on va aller en pub, suivi une pause musicale, et tu nous mets quoi, cette fois-ci? Ouais, là, il y a pas de lien, malheureusement. Il y a pas de lien, Deux, c'était beaucoup pour moi. Ça va être Peter, tiré de l'album Une version améliorée de la tristesse, la pièce Les chemins étoilés. Les chemins étoilés. Au-dessus d'un champ avec des arbres, les chemins étoilés. C'est romantique. On pourrait extrapoler pour le ciel, Saint-Valentin s'en vient, mon petit Oliver. T'as un petit côté vraiment romantique. C'est beau. Alors, écoute ça ici à Zone de Résistance CSM 89,3 FM. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro et Oliver Vinette. On rappelle le titre de cette chanson? Oui, c'était Peter, tiré de son album Une version améliorée de la tristesse, la pièce Les chemins étoilés. Et voilà. Alors, merci beaucoup, mon cher Oliver. Et toujours en studio aujourd'hui avec Madame Marie-Monique Robin, auteure du livre Les moissons du futur, comment l'agroécologie peut nourrir le monde aux éditions Stanké. Son Xème livre et une quarantaine de documentaires dont, je le répète, votre site web, Madame Robin, on répète votre site web. www.m2, le chiffre 2, R, film, au pluriel, .com, très bien. Et il y a aussi www.mariemoniquerobin en un seul mot.com. C'est votre site personnel, voilà. Alors, tout est là chez Auditeur et vous pourrez voir à 13h30 aujourd'hui à Télé-Québec la première partie de, justement, ce livre, Les moissons du futur, excellent livre chez Stanké. La première partie, c'est beaucoup d'informations à gérer. Mme Robin n'est pas contente parce que ça a été mis en 2 épisodes, mais j'ai regardé hier, puis moi, j'étais pas frustré par tout. Bon, et puis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations, d'autant plus que je venais de finir le livre, mais je veux dire, dans le documentaire, c'est le fun, parce que l'image vaut 1000 mots. Et l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, c'est un système où on plante des cultures avec des arbres. Voilà. Alors il faut dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de pays où on avait toujours cette association arbre-culture. Après, on a arraché les arbres parce qu'il fallait passer les moissonneuses-batteuses. Vous savez, la mécanisation a fait qu'on a arraché les arbres en Europe comme en Amérique. Alors, ce terme agroforesterie, c'est une nouvelle science qui existe depuis maintenant une trentaine d'années, qui a été inventée par des Canadiens, bravo, et qui consiste donc à... Alors moi, je suis allé au Malawi, c'est un très bel exemple. Oui, on le voit dans le documentaire. Voilà, et c'est formidable, quoi. Donc, dans un champ de maïs, on plante des gliricidia. Alors, c'est un arbre légumineux. C'est ça. Ça peut être de l'acacia aussi, parce que c'est la même fonction. Il y a plusieurs arbres qui ont cette fonction légumineuse, c'est-à-dire de capter l'azote de l'air, n'est-ce pas, et de l'intégrer, notamment dans les feuilles, etc. Et ça permet de nourrir les cultures. Là, en l'occurrence, à chaque pied de maïs, on met des feuilles de gliricidia qu'on enfouit
Hein, et donc ça fait un engrais naturel et ça permet de capter, enfin de mieux gérer l'eau, etc., etc. Et les résultats sont vraiment spectaculaires, c'est-à-dire que vous multipliez les rendements par 2 ou par 3. Mais ça peut marcher aussi. Moi, je suis allé en France, et il y a un institut de recherche qui a développé un système où on plante du blé à l'ombre des noyers, par exemple, ou des peupliers. Et ça marche très bien. Oui. Ils ont même laissé la place pour passer les moissonneuses batteuses, vous voyez. Donc, oui. Et on met une centaine d'arbres par hectare, et ça fait que le blé est de meilleure qualité, a plus de protéines. Les rendements sont strictement similaires, donc il n'y a aucun problème. Mais l'arbre est là, et donc avec son système racinaire, il va aller chercher l'eau très profondément, donc c'est bon pour les cultures. L'arbre aussi est un refuge pour tous les prédateurs des ravageurs. Les feuilles de l'arbre nourrissent le sol. En plus, ça maintient une température ambiante de 2 à 3 degrés inférieure à ce qu'elle serait sans arbre. Donc et ces arbres-là captent 2 fois plus de carbone que les arbres dans les forêts. Et donc, on le voit dans votre documentaire, les paysans au Malawi, ils coupent des parties de l'arbre qu'ils ont planté il y a peut-être une dizaine d'années, et ils enfouissent ça. Oui, tout à fait. Sous terre. Alors ça, c'est la méthode pour que ça serve d'engrais naturel, vous voyez. Pas besoin d'engrais chimiques, d'intrants extérieurs. Exactement. Et c'est vraiment formidable. Alors c'est bon pour le réchauffement aussi, évidemment, parce que si on commençait à replanter des arbres dans les prairies canadiennes, vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire en termes de capacité de capter du carbone. C'est absolument extraordinaire. Et en plus, c'était une solution pour tous les problèmes qu'on connaît, c'est-à-dire l'érosion des sols, etc. Ouais, parce que les arbres, c'est connu, des pompes hydriques incroyables. Voilà, tout à fait. Et les racines descendent, comme vous dites dans votre livre, très profond. 40 mètres. Ils sont capables vraiment d'aller chercher l'eau très très loin. Donc c'est vraiment urgent d'encourager l'agroforesterie. Et bon, il y a des recommandations internationales maintenant, mais il faudrait que les gouvernements, parce que le seul problème qu'ont les paysans, c'est qu'il faut acheter les arbres quand même. Il y a un capital au début, il faut acheter. Mais c'est pas très difficile à mettre en place, quoi. Et il faudrait absolument faire connaître ça partout, quoi, parce que ça marche vraiment très bien. C'est ça. Des fois, quand la solution est trop simple, ça semble troubler des gens. Oui, mais vous savez, Olivier de Schutter, qui est le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, une fois je lui ai dit, mais si ça marche bien, cette agroécologie, qu'est-ce qui manque maintenant pour que ça se généralise? Il m'a répondu, le principal obstacle, ce sont les multinationales qui vendent ces produits et qui n'ont pas intérêt à ce qu'on enseigne aux paysans à se passer des produits qu'ils vendent. C'est ça, exactement. Dans votre livre, vous dites aussi, et on le voit aussi dans le documentaire, on agresse le sol. On fait du labourage. Bien sûr. On retourne la terre. Oui. Et au contraire, on comprend bien dans votre livre que si on agresse cette terre-là, qu'on la retourne, on met un sol à nu. Oui. C'est pas indiqué et recommandé de mettre le sol à nu comme ça. C'est un non-sens écologique. On nuit aux micro-organismes. Oui. Bien sûr, c'est un non-sens écologique et tout le système industriel repose sur des sols nus. Et c'est totalement un non-sens parce que dans la nature, les sols ne sont jamais nus. Jamais. Donc c'est totalement artificiel. Et du coup, le sol étant nu, eh bien évidemment, quand il pleut beaucoup, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, il n'y a rien qui va retenir l'eau. Au contraire, ça va être lessivé. Quand le soleil est très fort, ça fait des croûtes. Vous n'avez plus rien. Et en plus, quand vous labourez très profond, vous tuez tous les micro-organismes, vous tuez les vers de terre, etc., etc. On agresse le sol. Voilà. Alors, on voit dans mon film et dans mon livre des Allemands, donc le père et le fils dont je parlais au début de cette émission, qui eux pratiquent le semi-direct dans un couvert végétal permanent. Ça veut dire que leur sol n'est jamais nu. Ils plantent tout le temps des plantes qui vont avoir des fonctions, soit de capter l'azote, soit d'apporter du carbone, etc. Et même, moi, quand je les ai filmés, ils ont semé du soja au milieu d'un champ où il y avait du trèfle qu'ils avaient semé et du seigle. Vous voyez? Ouais. Et donc, ils ont de très très bons rendements, des rendements voire supérieurs à leurs voisins qui sont en conventionnel. Donc ça marche vraiment très très bien. Hein. Bon, seulement encore une fois, il faut apprendre à faire. Donc c'est ça. Il faut désapprendre. Désapprendre. Alors pour apprendre et s'ouvrir, il faut s'ouvrir l'esprit là. Voilà, aussi, s'ouvrir l'esprit, mais il faut aussi à la décharge des agriculteurs, on leur a tellement bourré le mou, excusez-moi l'expression, bourrage de crâne depuis 50 ans. Olivier de Schutter, il dit carrément, il faut les désintoxiquer aussi les paysans maintenant. Ça, c'est parce clair. Qu'il faut qu'ils acceptent de penser autrement, mais il faut aussi les aider. Il faut aussi les gens. C'est vrai aussi, parce que quand on a le nez sur le guidon, vous savez. Mais les agriculteurs ont peur, madame. Bien sûr. Ils sont craintifs. Ils ont peur de tout perdre. Bien sûr, mais ils ont raison. Hein. Enfin, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut des soutiens. Vous comprenez? Parce que la transition, on dit toujours que c'est 3 ou 4 ans. Donc pendant 3 ou 4 ans, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut être soutenu. Hein. Parce qu'après, au bout de 3-4 ans, le sol se reconstitue. Et vous dites bien dans votre livre, justement, vous venez de le dire, le sol se reconstitue, c'est que même si une terre a été agressée, bourrée de pesticides, d'insecticides, de phytocides comme ça,
elle n'est pas perdue à jamais. Non. Elle peut se reconstituer. Se reconstituer. Oui, tout à fait. Ça prend quelques années, mais ça revient. Oui, tout à fait. Oui. C'est un plus, oui. Un gros plus. Vous parlez également dans votre livre, vous venez de me le dire pendant la pause musicale, le book de... La bouse de corne. La bouse, bon, allons-y avec la bouse de corne. Alors, au Scrabble, c'est 500 points. On finit la partie. Alors, c'est quoi ça? Alors, dans mon livre, je rends hommage à tous ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'agriculture biologique. Alors, il y a Albert Howard, qui était un Anglais extraordinaire. Quand vous lisez son testament agricole, vous comprenez qu'en 1940... c'est un agronome britannique de Sa Majesté. Hein. Il avait tout compris ce qui allait arriver dans les campagnes. Hein, vraiment. Alors, il y a des Allemands. Il y a Rudolf Steiner. Steiner, que vous parlez, la théosophie. Il est autrichien. Alors, lui, c'est l'anthroposophie. L'anthroposophie. Voilà. Et qui a l'inventeur de ce qu'on appelle la biodynamie. C'est ça. Voilà. Alors, qui a beaucoup de vent en poupe en France, par exemple, en ce moment. Il y a beaucoup de viticulteurs. Vous savez, c'est un pays de vin. Oui. Moi, j'aime bien boire un bon coup de vin. Oui. Maintenant, je bois bio. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Et beaucoup de viticulteurs dans le Bordelais, la Bourgogne, qui se convertissent à l'agriculture biologique et qui font de la biodynamie parce qu'ils ont constaté que les méthodes de la biodynamie sont très efficaces. Voilà. Alors, l'une d'elles, c'est ce qu'on appelle la bouse de corne. Alors, la bouse de corne. Voilà, la première fois que j'ai entendu parler de ça, moi je suis germaniste, hein, je me suis dit, ça m'a l'air complètement bizarre, hein, bizarre cette histoire. Alors, ça consiste à prendre une corne de vache. Attention, hein, de vache. Deux vaches. Je vous expliquerai pourquoi après je dis bien deux vaches. De mettre du fumier de vache naturel, dans la corne. On l'enfouit dans le sol. Dans le sol. Pendant plusieurs mois, en général pendant l'hiver, parce qu'il faut qu'il y ait un coup de froid. Vous savez, tout ça, c'est chimique en fait. Hein. Et quand vous il y a des réactions qui se font. Voilà, quand on ressort la corne au printemps, le fumier, vous savez... Quand vous l'avez mis, il sentait mauvais. Voilà, parce que vous savez qu'un fumier, ça pue. Hein. Franchement, mettez le nez dans un morceau de fumier... Mais quand vous le ressortez après quelques temps... C'est de l'humus... Comme la forêt. Parfait, comme la forêt. Alors moi, quand on m'a dit ça... Alors, en plus, je termine l'histoire. Voilà, je termine l'histoire, c'est qu'en plus, il suffit de mettre 100 grammes dans 200 litres d'eau, vous vous rendez compte comme c'est rien, c'est homéopathique. C'est ça. Et vous passez ça sur les cultures, et ça a des effets, mais extraordinaires. Miraculeux. Miraculeux. Alors, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Enfin, moi, je suis assez rationnel, hein. J'aime bien comprendre, pragmatique. Vous êtes cartésienne. Cartésienne. Alors, il se trouve que l'Allemand qui pratique ça, qu'on voit dans mon film et dans mon livre, lui aussi, il est comme ça. Puis il s'est dit, bon, ça marche, je l'ai vu, mais j'aurais quand même comprendre comment ça marche. Et en fait, l'explication est la suivante. Ça ne marche qu'avec des cornes de vaches qui ont eu des veaux. Mais pas des cornes de génisse. Sur les cornes, apparemment, on le sait, il y a un anneau, hein. Voilà. Alors, effectivement, ceux qui ont la possibilité de voir des cornes de vache, vous verrez, à chaque fois qu'une vache a eu un veau, il y a un anneau qui se grave dans la corne. Il y a comme une espèce de trace biologique. Elle a mis bas. Voilà, elle a mis bas. Donc, ça ne marche pas avec des cornes de génisse. Parce qu'il faut que ce soit des vaches qui ont eu des veaux. Parce que pourquoi? Une vache qui a eu des veaux, c'est comme moi qui ai eu 3 enfants. Si on prend mes cheveux, eh bien, il y a des traces de l'activité hormonale qui est due à mes grossesses. Et voilà. Il reste il y a eu des pics hormonaux. Toutes les femmes enceintes ont eu des pics hormonaux. Ouais. Il y a des traces dans les cheveux. Ouais. Dans les ongles aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais. Eh ben, les vaches, c'est pareil. Donc, dans les cornes de vaches qui ont eu des veaux, il reste des hormones qui ont un rôle de catalyseur de la vie bactérienne qu'il y a dans le fumier. Le fumier, c'est de la merde, excusez-moi l'expression, avec plein de bactéries. Alors, grâce à ces hormones qu'il y a dans la corne, ça dynamise le processus des bactéries qui vont donc transformer très rapidement le fumier en humus. Et donc, en fait, la bouse de corne, quand on la met dans le sol après, diluée dans de l'eau, eh bien, ça a un rôle de dynamiseur, si vous voulez, de catalyseur de la vie microbiologique du sol. Alors, en Australie, par exemple, il y a 3 millions d'hectares, parce que ça marche tellement bien qu'ils utilisent 3 millions d'hectares avec la bouse de corne. Mais dans votre livre, vous avez été étonné, vous allez une place, vous dites, vous avez pas de la bouse de corne? Voilà, ça c'était au Sénégal. Sénégal? Voilà, alors là, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Je pouvais pas le croire. Ils ont des problèmes avec, désert, c'est l'oignon, voilà, c'est l'oignon. En plein désert, il y a que des cactus, des baobabs. On me dit, il y a un paysan là-bas, il s'est converti à la bio, et vous allez voir, c'est formidable. J'y vais, j'y croyais pas. Je traverse des baobabs, des machins, je dis, c'est pas possible. J'arrive, une oasis. Et je découvre que ce paysan sénégalais, il s'est installé 2 ans plus tôt là, et il pratique la bouse de corne. Et c'est incroyable. Les oignons énormes, des courgettes énormes, et vous pouvez pas le croire. C'est incroyable. Mais vraiment, hein. C'est génial. Et une chance que leur pays a aussi passé des lois pour protéger l'oignon, hein. Je pense que c'est au Sénégal. Alors, ça, c'est très important. Et puis ça, c'est bien. Il faut qu'il y ait une volonté. Vous le dites dans votre livre. S'il n'y a pas de volonté politique, voilà. Les paysans. Là, tout à fait. Là, en l'occurrence, le Sénégal. Au Mexique, il t'a dit, t'as pas le choix. Soit qu'ils émigrent ou ils s'en vont dans les cartels de la drogue. Puis on perd nos jeunes. Voilà. Vous le dites dans votre livre. Les jeunes s'en vont où? Dans les cartels de Sinaloa. Voilà. Les cartels mexicains de la drogue. Et puis ils tuent d'autres mondes. Voilà. Exactement.
Tout à fait. Alors au Sénégal, ils ont pris une décision très courageuse parce qu'en fait, ils se sont affrontés à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui ne jure que par le libre-échange, entre guillemets. Ils ont dit, on va interdire l'importation des oignons européens pendant la période de production nationale. Pour protéger notre culture vivrière. Voilà. Et ça a marché parce que ça a boosté la filière. Est-ce que c'était compliqué? Oui, parce que l'OMC... Non, mais est-ce que c'était compliqué de faire ça? Non, ils ont eu du courage parce que l'OMC a quand même tout fait pour les en dissuader. Ils ont dit, avec le Fonds monétaire national, la Banque mondiale, parce que vous dites dans votre livre, c'est pas compliqué. Écoutez, chers auditeurs, chers auditrices, les programmes d'ajustement structuraux, c'est eux qui ont endetté ces pays-là. Oui. Et ces pays-là, à un moment donné, ils sont pris à la gorge. Ils n'ont pas d'argent, comprends-tu, pour pratiquer leur propre culture ouvrière. Et quand on fait du dumping d'aliments qui vient des multinationales d'autres pays, eux autres, ils s'alimentent mal. Et puis, ils délaissent leur terre. Et puis, ça tombe des fois dans, justement, la délinquance. Et c'est triste. Et c'est s'appauvrisse. Bien sûr. Et nous, on s'appauvrit tous collectivement parce qu'on perd, en fin de compte, des connaissances ancestrales. Bien sûr. Et c'est peut-être une solution, hein, ça, Oliver, la bouse de corne. On a beaucoup de fumier ici à l'Hôtel de Ville de Montréal. On pourrait peut-être faire quelque chose de bon avec ça. Ici, on a des gros problèmes ici de corruption. Alors, mais bon, là, il y a une chose, là. Vous avez écrit un documentaire et je pense un livre sur le sixième sens. Les plantes se parlent-elles entre elles? Ils ont un sixième sens? Ça se parle-tu, ça? Je sais pas. Vous parlez de ça dans votre livre, là. Attention, là, vous êtes plus cartésienne, là. Vous êtes dans l'ésotérisme. C'est au Kenya. Oui, c'est ça, au Kenya. Les plantes se parlent? Oui, alors au Kenya. Je m'envoie tout de suite d'un champ, moi, je vais être à l'écoute. C'est un chercheur qui est d'origine indienne, mais qui a fait tout ça aux États-Unis et qui est maintenant dans un grand institut international qui s'appelle l'ICP, qui est l'Institut de recherche sur les insectes, qui est basé à Nairobi, et au Kenya. Je suis allé là-bas. Et il a inventé un système extraordinaire qui s'appelle le push-pull. Push-pull, ça veut dire... la technique du push. Attirer... attirance-répulsion. Voilà, attirance-répulsion. Alors c'est quoi? Il est parti d'un problème des paysans du Kenya, c'est qu'à force de faire du maïs en monoculture, avec plein de pesticides, eh bien, ils avaient un problème avec la pyrale du maïs qui était devenue résistante, le petit papillon, là, nocturne, et puis une mauvaise herbe qu'on appelle l'herbe des sorcières, ou le striga en anglais, striga, qui était devenue résistante et envahissante. Et les sols, en plus, étaient morts, la totale, quoi. Alors lui, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il a inventé un système qu'on appelle de contrôle biologique des fléaux, quoi. Il a identifié avec ses équipes, il a passé en revue 600 végétaux africains. Il a trouvé que le desmodium, qui est une plante, qui est une légumineuse d'ailleurs, donc qui a déjà la capacité de capter l'azote de l'air, donc ça fait un engrais. Et ce desmodium avait aussi la capacité de détruire les racines de l'herbe des sorcières, donc plus de problème de mauvaise herbe, et qu'en plus, il dégage une odeur désagréable pour les pyrales du maïs qui, quand ils le sentent, puis les pyrales, elles s'en vont. Alors, c'est ça qu'on parle de la répulsion. Voilà. Et alors, le desmodium, on le plante au milieu des plants de maïs, évidemment, en rangée, vous voyez. Et en plus, il y a une autre plante qu'on appelle l'herbe à éléphant, qui, elle, a la capacité d'attirer les pyrales du maïs. Donc, pour ça, attraction, répulsion. Le pull. Le pull, c'est le pull. Donc, les pyrales vont sur l'herbe à éléphant, parce qu'elles aiment bien l'odeur, en revanche. Et en plus, elles dégagent une espèce de substance collante qui va détruire les larves de la pyrale. Donc, voilà comment, en 3 ans, ils se sont débarrassés totalement des pyrales du maïs, de l'herbe des sorcières, et qui multiplient leur rendement, alors tenez-vous bien, par combien? Par 10. Par 10. Et le professeur Kahn, qui est un grand monsieur, moi je vais l'inviter là bientôt, parce que le Sénat français m'a demandé d'organiser un colloque sur l'agroécologie, je vais faire venir monsieur Kahn du Kenya. Il travaille sur un truc extraordinaire, ce qu'on appelle en anglais les smart plants, les plantes intelligentes. Alors c'est quoi ça? Ils ont découvert, en fait, que des maïs traditionnels, c'est-à-dire pas des maïs hybrides comme il y a chez vous au Canada ou chez moi en France, parce que les maïs hybrides, ils ont été sélectionnés, etc., pour faire du rendement, mais en faisant ça, on leur a fait perdre tout un tas de qualités. Donc il faut prendre des maïs pas hybrides, traditionnels. Eh bien, ces maïs hybrides, ils ont constaté qu'ils avaient la capacité, quand un ravageur du maïs s'approche, un insecte, de dégager une réaction chimique qui va alerter les autres plants. Ça envoie un signal. Voilà, ils envoient un signal. Et ce signal va faire que les prédateurs du ravageur vont être attirés pour le détruire. C'est incroyable. Alors, évidemment, ça ne marche que si on a de la biodiversité et que les prédateurs sont là. Et donc, il me dit, le docteur Kahn, il me dit, vous savez, la chimie, ça fait partie du passé, c'est ringard. Ce qui est l'avenir, c'est cette nouvelle forme de la biologie qu'on ne connaissait pas. On découvre que les plantes peuvent communiquer entre elles, que les insectes et les plantes communiquent
entre eux, c'est ce qu'on voit avec l'histoire du push-pull, hein, et dit ça ouvre des champs extraordinaires. C'est ça le futur. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé ça les moissons du futur, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et ça, alors évidemment, on appelle ça sixième sens, mais non. C'est génial, ça fait un petit peu écouter. Oliver, il nous reste combien de temps? 5 minutes. Bon, alors, à la page 255 du livre de Mme Robin, il y a des chiffres, des stats très intéressantes. Écoutez bien ça, chers auditeurs, chères auditrices. 1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim, mais nous produisons un volume d'aliments et de calories alimentaires qui permettrait de nourrir 12 à 14 milliards de personnes. Donc, il manque de rien ici, mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle dit? Mme Robin, elle dit à la page 255, le problème n'est pas l'offre des multinationales, mais la redistribution des aliments. C'est là que ça coince. 50% des céréales sont utilisées pour faire de la viande sous forme de fourrage et elles ne vont pas dans nos assiettes, ces céréales-là. Incroyable. Une quantité croissante de végétaux produits est utilisée pour fabriquer des agrocarburants, mettre dans les chars, dans les véhicules, comme aux États-Unis où 40% du maïs va dans les usines d'éthanol. Seulement 1/3 de la production agricole mondiale sert véritablement d'aliments. Et 1/3 des aliments produits est jeté alors qu'il pourrait nourrir la moitié de la planète. Voilà. C'est ça. Voilà, tout à fait. Là, il ne reste pas grand temps, Mme Robin. Je sais que vous vouliez nous parler un petit peu de votre prochain documentaire. Oui. On peut en parler quelques minutes. Alors, après avoir fait tout ça, Le Monde sur le Monsanto, notre poison quotidien, les moissons du futur, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on va dans le mur comme ça, parce que c'est ça qui se passe. C'est l'expression. Il y a des gens qui meurent de faim alors qu'on produit beaucoup. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça va pas, quoi. Et je me suis dit, c'est qu'il y a un dogme auquel il faut s'attaquer. Parce que c'est vraiment un dogme. Hein. Je peux pas dire tout ce que je vous dirai dans le prochain film et livre, mais voilà. Vous reviendrez. Moi, je reviendrai. Voilà. Vous amènerez un petit verre de vin bio. Voilà. On va avoir du fun, Oliver. On est partant. Je me suis dit, c'est le dogme de la croissance illimitée. Voilà. Vous savez? La croissance. Tout le monde n'arrête pas de parler de ça. La fin justifie les moyens. Voilà, exactement. Alors, je me suis dit, je voudrais expliquer aux téléspectateurs, aux lecteurs, pourquoi cet indicateur économique adossé au PIB, vous savez, le produit intérieur brut, est devenu un dogme intangible qui fait qu'on nous fait croire que si on ne renoue pas avec la croissance, on sortira pas du chômage, alors que tout indique que c'est le contraire, n'est-ce pas? Parce que les ressources de la planète sont limitées, n'oublions pas ça. Hein. Comment peut-on promouvoir un principe de croissance illimitée dans un monde où les ressources sont limitées? Et quelles sont les alternatives? Parce que maintenant, je pense qu'il faut vraiment essayer d'encourager les gens à pratiquer eux-mêmes les alternatives. Donc, il y aura 3 grands piliers là-dedans. L'agriculture urbaine. Montréal est bien placé pour ça, parce que vous avez c'est vraiment l'une des capitales mondiales de l'agriculture urbaine. Faire des aliments en ville. Hein. Ensuite, la transition énergétique. Sortir des énergies fossiles, encourager toutes je sais que c'est un sujet les changements climatiques nous le disent, et l'agriculture, l'agroécologie nous dit qu'on a moins d'impact sur les changements climatiques. Donc le bon sens nous dit quoi? Il faut vraiment changer. Voilà, alors changement, toutes les villes en transition énergétique, etc. Et puis tout ce qui est les monnaies parallèles, sociales, les banques de temps, système d'échange locaux, etc. qui redonnent à l'argent sa vraie valeur. C'est-à-dire que l'argent, ça devrait être uniquement un moyen d'échange, vous voyez. Donc ça s'appelle Sacrée Croissance. Vous pouvez aller sur mon site internet. C'est ça, hein, www.m2rfilm.com parce que ce film et ce livre, je dis que ça a une caractéristique, c'est comme les moissons du futur. Est-ce qu'il y aura un livre Sacrée Croissance? Documentaire, il y avait un livre. Hein? Il y aura les deux. Il y aura les deux. Je fais toujours les deux en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a une caractéristique, c'est que vous pouvez le soutenir. C'est-à-dire, vous pouvez préacheter mon DVD. Ça coûte 30 €. Moi, ça me permet d'être totalement indépendante, de pas avoir recours aux banques. Alors, les moissons du futur, il y avait une vingtaine de Québécois qui avaient préacheté le film. Ils ont reçu le DVD par la poste. J'en ai rencontré hier, ils m'ont dit, oui, on l'a bien reçu, avec plein de bonus. Et surtout, ça vous donne la possibilité sur mon site de suivre, grâce à un code, la progression de l'enquête. Je vous mets plein d'informations et vous recevrez le film dans 1 an et demi. Voilà. Donc, si vous pouvez faire, voilà. Bon, il reste combien de temps, Oliver? Il reste 2 minutes. Bon, écoutez, on termine la conclusion de ce livre-là en disant qu'il y a 3 choses. Manger moins de viande. Il faut lutter contre les agrocarburants. Et on parle également aussi de l'agriculture biologique qui n'est pas forcément de l'agroécologie. Ah oui, ça c'est très important. Parce qu'il y a un grand danger qui guette l'agriculture biologique en ce moment. Bon, il y a encore peu de temps, c'était un peu une agriculture pour bobos, les bobos, vous savez, écolo, machin. C'est fini. Les BCBG, les bons gens. Il y a plus en plus de personnes qui sont convaincues maintenant qu'il faut manger bio parce qu'ils commencent à comprendre que ça, c'est très important pour la santé de leurs enfants, etc. Donc c'est devenu un marché important. Moi, je donne les chiffres, ça croît, ça augmente d'année en année. Et donc, du coup, les mêmes qui ont
qu'on a dénoncé là pendant toute cette émission, eh ben ils vont se mettre sur ce créneau et ils vont nous faire du bio industriel. Et ça n'a rien à voir avec l'agroécologie, rien. Si on fait 200 hectares de tomates bio, en remplaçant les produits chimiques interdits par d'autres produits, certes autorisés, mais on ne change rien sur le mode d'exploitation de la terre, sur le rapport à la terre, etc. L'agroécologie, ce n'est pas ça.